Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans l'économie, la société française. Je reçois aujourd'hui Arnaud Gossement. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes avocat en droit de l'environnement, fondateur du cabinet Gossement. Vous l'avez créé il y a une douzaine d'années, mais alors vous suivez ces questions depuis un peu plus longtemps, plus de 20 ans. Vous étiez même négociateur, j'ai appris ça en préparant l'interview, du Grenelle de l'environnement en 2007. Quelle leçon vous tirez avec, une leçon général avec le recul du temps? Est-ce que vous vous dites j'ai servi à quelque chose? Le droit de l'environnement fait quand même bouger les lignes. Alors je ne sais pas si j'ai servi à quelque chose, ce serait aux autres de le dire. Oui. Ce qui est certain, c'est que le droit de l'environnement a beaucoup évolué depuis. Alors il fait souvent peur, puisque quand on parle de droit de l'environnement, du code de l'environnement, on imagine beaucoup de normes, beaucoup de complexité, des risques judiciaires. C'est pas faux, ça existe aussi. Mais c'est aussi des opportunités, ce sont des nouveaux marchés qui se sont ouverts. Je pense par exemple à tout ce qui concerne les économies d'énergie, certificats d'économie d'énergie, etc. C'est aussi la production d'énergie renouvelable, même si évidemment on aimerait qu'elle se développe plus vite, malgré tout. Avant 2006, on était à 0 et aujourd'hui on a quand même beaucoup augmenté en matière d'éolien, de solaire, de méthanisation. Si on regarde le chemin parcouru, on se rassure, même si aujourd'hui effectivement on sent qu'il y a une interrogation de la part des citoyens sur la nécessité d'accélérer en matière de transition écologique. Ouais. Vous disiez, je vais vous citer, les textes sont souvent composés soit de pétitions de principe, soit à l'inverse de règles excessivement compliquées, difficiles à mettre en œuvre. Donc là, on parle des lois qui créent cette norme environnementale, ce droit de l'environnement. Résultat, la norme environnementale, elle finit par desservir sa propre cause en produisant l'effet inverse à celui recherché. C'est-à-dire, c'est soit trop flou, soit ultra compliqué, c'est ça? Et là, vous parlez du travail des législateurs, d'une certaine façon. Oui, effectivement, lorsque je vais aux auditions par des parlementaires qui m'interrogent sur les projets de loi relatifs à l'environnement, j'ai l'habitude de leur rappeler qu'ils n'écrivent pas que pour des très grandes entreprises qui ont des services juridiques très fournis, qui sont en mesure d'analyser tous ces textes. On peut imaginer effectivement que pour la plupart des PME, TPE, elles ne sont même pas informées de l'existence de ces lois, même si nul n'est censé ignorer la loi. Et bien souvent, effectivement, elles n'ont pas les outils, elles n'ont pas de juristes pour pouvoir analyser tous ces textes, les appliquer, ne pas courir de risques, mais aussi profiter des opportunités. Donc il faut le simplifier, ce droit de l'environnement? Alors évidemment, ça va dépendre des textes, ma question elle est trop générale, mais il nécessiterait, même si c'est un jeune droit, en quelque sorte, d'être simplifié aujourd'hui? Alors très sincèrement, ça fait des années qu'on essaye de voter des lois de simplification, ça fait des années je pense que ça fait 35 ans que je fais ce métier, qu'on me promet le choc de simplification et que je ne le vois pas arriver. Bref. Et il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Pourquoi? Parce que les entreprises elles-mêmes ont leur part de responsabilité. Les entreprises elles-mêmes saisissent les parlementaires, les sénateurs ou les députés pour leur demander d'adopter des règles pour leur propre activité, notamment pour réguler la concurrence vis-à-vis d'entreprises étrangères, etc., etc. Donc non, on ne va pas simplifier drastiquement le droit de l'environnement, c'est faux. C'est pour ça que j'espère que les entreprises vont enfin comprendre, pour certaines, qu'il faut recruter des juristes. Je suis également professeur à la fac et je participe à la formation de jeunes gens très brillants et ces personnes-là sont en mesure d'aider les entreprises. On n'imagine pas une entreprise construire un immeuble sans maçon, sans carreleur, sans architecte. Et certaines entreprises essayent de se débrouiller avec le code de l'environnement sans juriste. Ça marche pas. Et je vois une vraie différence dans mon métier entre celles qui ont recruté des juristes et celles qui ne l'ont pas fait. Des juristes spécialisés en droit de l'environnement ou pas forcément? Oui. Quand vous avez un service juridique, vous êtes une PME, vous ne pouvez pas forcément recruter un juriste par spécialité. Mais au moins un juriste qui a reçu une formation en droit de l'environnement, qui va avoir les bons réflexes, qui va savoir sonner l'alarme, savoir qui saisir, où chercher l'information, ça change tout pour une entreprise. Bon, s'il y a un groupe qui a des juristes spécialisés en droit de l'environnement, c'est le groupe Total Énergie, qui vient d'être condamné par le tribunal de Paris. Le groupe, je vais simplifier, mais tromper les consommateurs en se présentant comme un acteur majeur de la transition vers la neutralité carbone. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire du jugement? C'est une première? Alors oui, c'est une première, parce que le cadre juridique du greenwashing est assez récent. Au niveau européen, il date de 2024. De quoi s'agit-il? Une entreprise a le droit de s'exprimer, a le droit d'informer ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, ses actionnaires. Aucun souci là-dessus, ce jugement ne le remet pas en cause. Mais il y a des moments où elle s'adresse à des consommateurs. Elle s'adresse à des consommateurs par des communications commerciales pour leur vendre des produits, des biens, des services. Lorsqu'elle fait ça, précisément dans ses communications commerciales, et qu'elle parle d'environnement, soit pour indiquer que ces produits sont
bons pour la planète, soit qu'ils ne sont pas nocifs pour la planète, elles rentrent dans un cadre juridique qu'on appelle celui des allégations environnementales. Ces allégations environnementales ne doivent pas être trompeuses, parce que si elles sont trompeuses, elles relèvent de la sanction des pratiques commerciales trompeuses. C'est ce qui s'est passé avec cette entreprise. Effectivement, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté un certain nombre de griefs des associations requérantes, notamment lorsque cette entreprise Total, pour ne pas la citer, parle de gaz ou d'agrocarburants. Mais pour ce qui est effectivement du pétrole, le tribunal judiciaire de Paris a considéré que Total n'était pas en mesure de justifier ces allégations lorsqu'elle s'adresse à des consommateurs et lorsqu'elle prétend notamment qu'elle va parvenir à la neutralité carbone. C'est-à-dire qu'une entreprise a le droit de dire « je m'engage pour la neutralité carbone ». Mais si elle vend un produit en disant « c'est sûr, je vais y arriver », là, il y a un problème. Donc s'engager, oui, prétendre que c'est bon, on va le faire, c'est sûr, pour vendre un produit, là non, c'est du greenwashing. Alors quand on parle d'allégations, c'est seulement verbal ou alors ça peut être aussi le visuel qu'une entreprise choisit pour une campagne de communication? Alors évidemment, c'est ça qu'il faut bien rappeler aux téléspectateurs, c'est-à-dire qu'en fait, une allégation, c'est évidemment des mots, ça peut être des phrases que vous allez diffuser sur un réseau social, à la télévision, à la radio, sur un texte écrit, un papier, n'importe quoi, mais ça peut être aussi des sons, des images. Si jamais vous vendez des bidons qui sont peints en verre, évidemment, c'est une allégation environnementale. Le logo lui-même, la marque elle-même, ou alors même des mises en scène. Si vous faites rouler un véhicule très polluant dans un environnement constitué de montagnes et de prairies, là aussi, c'est une allégation environnementale. C'est pas interdit, mais il faut justifier. Vous avez le droit de vendre des bidons verts, mais simplement, il faut justifier qu'ils sont plus écolos que les autres et que le message qui l'accompagne, achetez-le parce qu'il est bon pour la planète, est justifié. On ne peut pas tromper le consommateur. Alors, il y a des contrôles et il y a un organisme qui s'appelle la DGCCRF qui fait ce travail et qui a remis un bilan le 1er octobre de cette année. Plus de 3000 établissements contrôlés en 2023, en 2024. Je vais citer la répression des fraudes, une utilisation récurrente d'allégations environnementales trop génériques, imprécises, voire injustifiées ou totalement interdites, susceptibles de tromper les consommateurs. Est-ce que vous dites, bon, alors il va y avoir tous les cas de figure, mais il y a des entreprises qui veulent sciemment tromper, et puis il y en a qui le font parce que justement, elles sont mal conseillées, ou elles voudraient bien faire, mais elles n'utilisent pas les bons mots? Oui, c'est ça. En fait, ce communiqué de presse de la DGCCRF, qui est ce service du ministère de l'économie qui s'occupe de la répression des fraudes notamment, est à la fois inquiétant et rassurant. Inquiétant parce que sur la période 2023-2024, elle note qu'il y a encore 15% des communications commerciales qui comportent des allégations trompeuses. Trompeuses, mais pas forcément parce que la personne a eu l'intention de tromper. Ça peut être parce qu'elle a été floue, elle a été générique, elle a utilisé des mots creux et surtout elle n'est pas capable de justifier ce qu'elle dit. Donc c'est beaucoup trop évidemment, parce que 15% de ces allégations, ça veut dire qu'il y a derrière des centaines, voire des milliers de consommateurs qui ont pu être trompés, acheter un produit qu'ils pensaient vert ou pas nocif et qui ne l'était pas. Maintenant, c'est que 15% aussi. C'est que 15% aussi, et on note dans cette enquête que les entreprises qui vraiment souhaitent tromper le consommateur, en réalité, sont assez peu nombreuses. C'est pour ça que mon message aux entreprises, en tant que juriste, ça serait de ne pas s'inquiéter outre mesure du risque judiciaire. Des contentieux comme celui qui s'est déroulé hier, c'est un contentieux qu'il faut analyser, c'est un contentieux extraordinairement important, mais au quotidien, le gendarme, c'est l'administration, c'est la DGCCRF qui peut passer dans des magasins, vérifier sur les présentoirs de vente des produits, vos publicités, ce que vous dites sur vos sites internet, c'est elle qui peut effectivement vous adresser. Est-ce que vous voyez de plus en plus d'entreprises qui viennent vous voir, vos collègues spécialistes de droit de l'environnement, pour dire « Ok, on agit, on fait des choses bien, on ne peut pas tout faire bien. Comment on peut en parler? » Oui, alors il y a eu un avant et un après l'été 2023. L'été 2023, la DGCCRF a épinglé une entreprise et a fait du name and shame. C'est-à-dire qu'elle a, sur son site internet, c'est quand même le site internet du ministère des Finances, qui a autorité sur les entreprises. Personne ne veut se fâcher avec Bercy, bien entendu, on comprend. Elle a épinglé une entreprise qui vendait du matériel de literie respectueux de l'environnement, qui est une allégation interdite parce que trop flou, trop général. Et c'est sûr que ça fait peur. Et j'ai vu un avant et un après, et mes confrères aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des entreprises, par exemple, lorsqu'elles veulent acheter une autre entreprise avec une marque qui comporte une allégation environnementale, des produits qui sont peints en vert, avec des messages relatifs à l'environnement, aujourd'hui, on s'interroge sur la valeur d'une entreprise de ce type-là. Si cette entreprise est capable de justifier le cycle de vie des produits, les allégations qu'elle profère, pas de souci. Au contraire, ça augmente sa valeur. Si elle n'est pas capable, là, effectivement, ça peut avoir des conséquences sur la négociation.
intéressant. Alors, on a ces contrôles de la DGCCRF, on a cette décision du tribunal judiciaire de Paris, et puis en même temps, il y a la Commission européenne qui est en train de simplifier et qui retire la directive européenne qui encadre le greenwashing, c'est ça? Donc, on a des vents contraires, en quelque sorte? Oui, alors, effectivement, la Commission européenne a mis dans les tuyaux une première directive qui, elle, a été adoptée le 28 février 2024 sur les allégations environnementales. C'est celle qui a été appliquée hier par le tribunal judiciaire de Paris, pas que, mais il a appliqué notamment ce texte, et qui va entrer en vigueur en 2026. Donc, en 2026, il faut que les entreprises soient prêtes à contrôler leurs allégations et être capables de les justifier. Et il y a un organisme public indépendant qui sera mis en place pour vérifier la véracité de ces allégations. Il est exact que parmi les entreprises, certaines se disent, tiens, il y a une marche à prendre, il y a un train à prendre, on va effectivement avoir un discours sur l'environnement et ça va nous faire une plus-value sur le marché puisqu'on va être capable de faire mieux que nos concurrents, notamment étrangers, qui fabriquent des produits parfois dans des conditions environnementales et humaines tout à fait inacceptables. Et puis, il y en a d'autres qui se disent qu'elles n'y arriveront pas et qui ont pu effectivement faire pression sur la Commission européenne et certains députés du Parlement européen. Et la deuxième directive qui devait préciser les choses, pour faire simple, a été retirée par... Mais ça n'empêche que vous voyez il y a quand même un mouvement de fond. Oui, bien sûr. Pensez, Et ce jugement du tribunal judiciaire de Paris le démontre. Cette deuxième directive devait préciser les choses, mais la première fait déjà beaucoup. Mais est-ce qu'il y a quand même... Parce que moi, je le vois ici, on est une bonne vigie des entreprises dans leur politique RSE. Et je vois des entreprises qui disent, mais on hésite à communiquer. Et on fait des choses bien, on fait pas tout bien, donc on hésite à communiquer. C'est un peu le risque de la judiciarisation. Je trouve ça très bien de combattre le greenwashing, mais c'est très bien aussi que des entreprises puissent dire regardez ce que je fais de bien, parce que ça incite d'autres à y aller aussi. Il faut réaliser un équilibre entre la lutte contre le greenwashing, je n'aime pas les anglicismes, mais on parle d'éco-blanchiment aussi, en bon français. C'est beaucoup plus joli en bon français, vous avez raison. Et de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire le fait de garder le silence sur l'environnement. Et effectivement, vous avez des entreprises aujourd'hui, j'en ai déjà rencontré comme vous, qui me disent « c'est compliqué, on a des risques réputationnels, on ne veut pas y aller, on arrête de parler d'environnement ». Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique pour l'entreprise, ses salariés peuvent le regretter, et puis le client... Le consommateur a besoin qu'on lui parle d'environnement. Il a besoin d'une information environnementale. Il a besoin aussi de comparer les entreprises sur le caractère bon pour la santé, vert, bon pour l'environnement, des produits, biens et services qui sont fournis. Donc, il faut absolument combattre le greenwashing, mais aussi le greenwashing. Et de ce point de vue-là, le juge hier me paraît avoir réalisé un bon équilibre. Parce que ce jugement, il ne va pas contraindre les finances de cette société, soyons clairs. Ce n'est pas 8 000 € de préjudice moral pour les associations, ni même une publication sur le site internet de la société qui va la faire couler. Mais c'est un avertissement. C'est un avertissement. Derrière, il y a aussi le travail de la DGCCRF dont on a parlé. Et puis, je vois aussi des fournisseurs ou des co-contractants qui disent à une entreprise, ça m'est déjà arrivé de faire de l'audit de contrat, qui disent « moi, je veux bien passer un contrat avec vous pour vous acheter vos produits, etc. Mais je veux des garanties sur le caractère environnemental, sanitaire de ce que vous vendez. » Donc, ça peut être aussi des personnes privées qui exercent cette pression anti-greenwashing sur les entreprises. Donc, c'est le sens de l'histoire. Mais oui, attention à ne pas non plus faire fuir les entreprises, c'est sûr. Il y a un autre dossier qui est vraiment emblématique, c'est celui de l'autoroute A69. En mai dernier, la Cour d'appel administrative de Toulouse autorisait la reprise du chantier. La Cour se prononçait sur un recours en urgence déposé par l'État pour redémarrer là, ce chantier qui fait plus de 50 km. Recours qui avait été déposé après une décision du tribunal administratif qui doit encore trancher sur le fond ce dossier. Je crois que c'est dans plusieurs mois. On a vraiment l'impression, on est un peu ballotté quand on suit pas comme vous de très près le dossier de la 69. Vous dites quoi? Vous dites que le bras de fer, il peut pas être gagné par l'État et ceux qui construisent cette autoroute? Alors, on est dans un pays qui est marqué par le principe de séparation des pouvoirs. Il est très clair que c'est à l'État, à ses élus, au Parlement, à son gouvernement sous le contrôle du Parlement, de créer des politiques publiques, de faire des grands choix pour la nation, notamment en matière d'équipement de mobilité, autoroutes, sillons ferroviaires, etc., etc. Dans cette affaire, effectivement, le juge administratif a considéré qu'on pouvait reprendre les travaux. Donc, les travaux reprennent, alors même qu'on ne sait pas encore si la légalité de l'autorisation est certaine. Ce qui peut paraître un petit peu compliqué, mais effectivement, par le jeu des procédures, on en arrive là. Mais c'est intéressant, cette affaire aussi, par rapport à ce qu'on se disait sur le greenwashing, puisque vous avez, pour ces grands projets d'infrastructure, je me rappelle aussi du projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, des élus qui vont vous dire cette autoroute est verte, cet aéroport est bas carbone. Et ça, aujourd'hui,
typiquement, c'est quelque chose qu'il va falloir arrêter de faire. Vous pouvez défendre une autoroute, c'est votre droit, mais dire qu'une autoroute est bonne pour l'environnement, ça, il va falloir arrêter. Là, je suis d'accord avec vous. En revanche, on peut peut-être dire qu'elle est bonne pour l'économie de la région. Et ça, alors après, on peut en débattre, tout le monde n'est pas d'accord, et ça fait des mois que dans la région, on en débat, mais ça peut être un argument. C'était peut-être bon pour l'économie de la région selon des calculs qui ont été réalisés il y a 30 ans. Parce que le problème de tous ces projets, c'est que ce sont des projets qui sont vieux. Le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, avant qu'il soit arrêté par Édouard Philippe, Premier ministre, il datait des années 70. Et ce projet d'autoroute, il a 30 ans aussi. Donc le problème, c'est qu'on fait des évaluations économiques et environnementales de projets, on décide de les faire, mais la réalisation se fait vraiment bien plus tard. Donc ce délai entre l'idée et la conception, il va falloir le réduire un jour. Et puis malgré tout, c'est pas le sens de l'histoire aujourd'hui de faire des autoroutes. Il faut quand même dire aux citoyens que si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on ne peut pas plus prendre sa voiture. Mais puisqu'on parle de région, puisqu'on parle d'élus, c'est vrai que moi j'ai aussi une émission pour la chaîne publique Sénat, donc je croise quand même pas mal de sénateurs qui sont en lien avec des maires, des élus locaux, qui combattent. Mais alors vraiment régulièrement, et ils sont nombreux, l'objectif de zéro artificialisation nette en 2050, en disant mais moi dans ma petite ville c'est un frein à la croissance. Est-ce que ce texte il fait partie des textes trop flous, trop compliqués dont on parlait tout à l'heure? Voilà, est-ce que c'est un frein à la croissance ou pas? Ce zéro artificialisation. Le vrai frein à la croissance, c'est le jour où les assureurs n'assureront plus. C'est le jour où l'État ne pourra plus réassurer parce que les catastrophes naturelles aujourd'hui se multiplient, sont de plus en plus intenses. Regardez celle qui s'est passée dans le Val d'Oise lundi dernier, 20 octobre. Une tornade, on en a entre 40 et 50 par an. Le problème, c'est que ces tornades arrivent dans des milieux qui sont de plus en plus urbanisés. C'est pas la tornade en elle-même qui pose un souci, c'est le fait que quand elle frappe une rue, elle démolit des voitures, elle peut ensuite arracher du mobilier public qui va percuter des personnes, et là, c'est là où on a des morts et des blessés. Pareil quand vous avez une inondation, vous avez une vague de submersion comme à la Faute-sur-Mer, avec ce drame absolu. Pareil ou à la vallée de la Roya près de Nice, lorsqu'on a des sécheresses, le problème, c'est que nous artificialisons de plus de 300 km² chaque année notre territoire. Ça fait un département tous les 10 ans. Et lorsqu'on est sur un sol qui est recouvert de béton, il ne joue plus sa fonction d'absorption d'eau, de lutte contre ces catastrophes naturelles et leurs conséquences. Donc, et ça a un coût. On parle de milliards et d'assureurs qui vous disent attention, on ne pourra plus assurer. Vous avez déjà des communes en France, j'entendais un chiffre d'à peu près 1500 communes qui n'arrivent plus à s'assurer. Et quand vous n'arrivez plus à vous assurer, vous ne pouvez pas avoir une activité économique et il n'y a pas de croissance économique. Donc, il ne faut pas opposer écologie et croissance économique. L'une est la condition de l'autre. On sait qu'on a un réchauffement climatique, un changement climatique, et que ces événements vont être de plus en plus fréquents, et ils ont un coût. Cette thématique rejoint la question que celui qui était à votre place la semaine dernière, Grégory Sion, le directeur général de la marque Pierre et Vacances, a choisi de vous poser. On l'écoute. Bonjour Arnaud. En tant qu'avocat expert en droit de l'environnement, j'ai une question qui est importante pour nous. Je voulais savoir comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait, avec des dispositifs ou avec vos idées, associer en fait le respect de l'environnement qui est ultra important avec garder la possibilité de développer l'économie en local et de continuer à peut-être faire quelques constructions, notamment à la montagne. Alors, ma première réponse à cette excellente question, c'est de recruter des juristes. J'en ai déjà parlé, on ne va pas revenir dessus, mais il est évident qu'une entreprise comme Pierre et Vacances, qui a besoin d'immeubles pour construire, qui a besoin de loger ses clients, elle a besoin de juristes pour bien faire les choses. La deuxième chose, c'est de ne pas penser qu'aujourd'hui, on ne peut pas construire. On peut construire, mais il faut construire là où on a déjà construit. Faire de la rénovation, rénover des bâtiments de manière à changer leur destination plus facilement, c'est possible. Et donc, aujourd'hui, il faut simplement identifier les lieux où on peut construire. Et l'État, effectivement, peut donner un coup de pouce parce que aujourd'hui, parfois, c'est presque plus simple d'aller construire dans des espaces naturels que d'aller construire dans des lieux qui sont peut-être un peu pollués et qui créent des risques pour la santé. Donc, il y a certainement un paradoxe à lever. Il faut pouvoir construire, bien entendu, mais on va devoir choisir ce qu'on construit, pas construire n'importe quoi. Est-ce qu'on a besoin, en région Île-de-France, de davantage de surfaces de bureaux à une époque où le télétravail se développe? On voit que des quartiers comme la Défense ont une grande partie de leurs bureaux qui sont inoccupés, des commerces qui ferment à cause de ça. Il faut être intelligent, pas la fuite en avant comme c'était le cas par le passé, en disant on va construire pour construire. Aujourd'hui, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on construit. C'est presque un modèle, je reste sur la question des régions de montagne, c'est presque un modèle économique à
à réinventer d'une certaine façon, c'est-à-dire qui n'est pas basé que sur le ski, que sur la neige, parce qu'il en tombe de moins en moins, et notamment dans les stations de moyenne montagne. Et ça rejoint, parce que là, on se dit, ok, alors vous allez nous dire quoi? Il y a des passoires thermiques, donc il suffit de les rénover, il n'y a pas besoin de construire de nouveaux immeubles en montagne. Il faut penser la montagne autrement, en quelque sorte. Alors la montagne, c'est un espace extrêmement sensible qui fait l'objet d'une législation depuis 1985 pour la protéger. Et quand vous allez à la montagne, c'est pas pour voir des parkings, des supermarchés. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, lorsque vous allez à la montagne, il faut que ces stations de ski, elles se sont déjà engagées à le faire, d'ailleurs, multiplient les offres. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire que du ski, effectivement. On sait que le ski, à terme, est condamné. Il faut quand même le dire que la neige de culture a un impact environnemental. Mais c'est une opportunité. Comme tout en matière d'écologie, on va pouvoir aller à la montagne pour faire autre chose que du ski. Ça m'est déjà arrivé de partir avec des amis à la montagne, dont certains n'aiment pas le ski et se sentent prisonniers pendant une semaine, à part aller boire du vin chaud, ce qui est déjà très bien, ils ne pouvaient pas faire autre chose. Donc aujourd'hui, vous pourrez aller à la montagne, peut-être pour faire autre chose, du trail si vous aimez la course à pied, du VTT, des randonnées, des raquettes, plein de choses sont possibles en montagne. J'adore la montagne et je pense qu'on ne va pas vendre du rêve de montagne avec du béton. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des stations qui tirent leur épingle du jeu, alors même qu'elles sont en basse altitude, parce qu'elles vous vendent des paysages féeriques, de chalets en bois, d'une nature préservée, et pourquoi pas aussi recruter des guides pour permettre de découvrir cette faune, cette flore, ces lacs magnifiques. Vous voyez, par exemple, quand je vais sur les réseaux sociaux, parce que je suis un peu vieux, mais ma fille me montre ça, je vois bien que les images féeriques de montagne que certains influenceurs présentent, c'est pas des images de béton, ce sont des images de paysages magnifiques. Mais en général enneigés. Pas toujours, et d'ailleurs de moins en moins enneigé, surtout en dessous de 1800. Mais c'est sûr, mais les campagnes de publicité des stations, ça reste quand même basé sur le ski. Oui, mais les choses changent quand même. Aujourd'hui, très sincèrement, et Dieu sait si j'adorais le ski, les choses changent. On sait qu'on ne va pas pouvoir skier comme avant, ou que c'est une toute petite minorité qui va pouvoir continuer à skier. Le budget ski est quand même phénoménal, c'est moins de 10% des Français qui vont skier. La montagne ne va pas vivre avec moins de 10% des Français. Donc, il faut changer. Je reviens à des questions plus générales sur le droit de l'environnement. Est-ce que c'est pour vous le levier le plus efficace aujourd'hui pour protéger l'environnement? Non, pas du tout. Un levier très efficace, c'est votre métier, par exemple, Thomas Hugues. Informer, parler d'écologie dans les médias. Malheureusement, aujourd'hui, je sais que vous faites beaucoup, mais malheureusement, toutes les chaînes, toutes les émissions ne parlent pas d'environnement. Et puis, parler autrement d'environnement. C'est-à-dire que l'environnement est au cœur de toute chose pour moi. Il ne faut pas simplement parler de l'environnement comme c'était le chapitre d'un livre, mais en parler dans tous les chapitres du livre. Par exemple, dans l'activité économique des entreprises, vous avez raison de parler d'environnement. Il faut parler de l'environnement pour notre santé, pour notre éducation. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on respire, dans quel métier va-t-on travailler le plus demain? L'environnement, c'est une question, en fait, à la racine de toutes les autres questions de société. C'est pas juste une branche de l'arbre, c'est une racine. Et en parler plus, en parler différemment. L'éducation à l'environnement, c'est fondamental. Dans les familles, dans les écoles, les entreprises, les universités, parler d'environnement et en parler de manière positive. Le constat est terrible. C'était la question que j'allais vous poser, parce qu'on est quand même dans une période où on voit des électeurs en Europe, aux États-Unis, qui ont plutôt poussé des listes qui vont parfois jusqu'au climato-scepticisme ou au climato-complotisme. Donc les mots qu'on choisit pour parler d'environnement, ils sont importants. Alors, ceci étant, les sondages se contredisent, parce que là, je vois l'organisation Réseau Action Climat a sorti un sondage la semaine dernière très intéressant, où on voyait qu'en réalité, vous avez près de 80% des Français qui s'intéressent à l'environnement, qui ont envie de faire plus. Pareil, il y avait un sondage... Oui, mais qui ne votent pas pour les listes qui sont les plus ambitieuses en matière environnementale. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a un décalage entre les politiques et leurs offres et le reste de la population. Moi, je suis affligé par le niveau du débat politique actuel, où tout tourne autour des personnes, qui va être Premier ministre, pas Premier ministre. Enfin, je veux dire, à l'échelle de la société, à l'échelle de l'histoire, vous imaginez ce que les historiens, dans 200 ans, vont penser de nos débats aujourd'hui pour savoir si tel Premier ministre va durer 2 jours ou 2 mois. C'est pas du tout à la hauteur. Et effectivement, l'offre politique est assez désuète. Et oui, il y a des contradictions. Parfois, des personnes qui s'inquiètent pour l'environnement et qui votent pour des partis qui sont à rebours de la transition écologique, il y a un souci. Pour autant, il y a aussi des tas de signaux positifs et il faut en parler. Oui, et nous, on en parle. On est vraiment là pour le faire le plus souvent possible. Et notamment de ce qui apparaît presque comme je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un combat culturel. Quand vous entendez Donald Trump à la tribune des Nations Unies proférer la phrase suivante: le changement climatique est la pire arnaque du siècle,
il devient le roi idolâtré des climato-sceptiques mondiaux. Alors là, je vois un vrai décalage entre ce que je constate dans les entreprises que j'accompagne et c'est le champ du signe. Vous avez effectivement, pardon de l'expression, une génération de vieux mâles blancs, un peu séniles, qui accèdent au pouvoir essentiellement grâce à un vote masculin, faut quand même le dire aussi. On a l'impression que ces personnes ont peur du monde qui vient, d'un monde beaucoup plus égalitaire en matière d'écologie, en matière de féminisme. Et dans les entreprises, regardez aussi il ne s'agit pas de faire de l'essentialisme, mais l'accès des femmes, des jeunes femmes, aux fonctions de responsabilité, et notamment au département RSE, développement durable, communication, droit, vous avez des jeunes femmes, et des moins jeunes d'ailleurs, qui sont tout à fait compétentes et qui portent aussi un autre discours que ce discours de domination, de consumérisme, viriliste, un peu désuet. Je pense que aujourd'hui, sincèrement, cette génération de ces hommes-là va disparaître. Oui, mais elle trouve des relais sur des réseaux sociaux qui, eux, sont consommés par les jeunes générations. Oui, et puis il y a cette série notamment qui a beaucoup fait parler d'elle, Adolescence, qui décrit très bien ce risque lié à des masculinistes qui essayent d'endoctriner nos jeunes garçons. Mais très sincèrement, je pense quand même que l'impact est minoritaire aujourd'hui dans des pays type OCDE, pas dans le monde entier, bien entendu. Les droits des femmes sont loin d'être généralisés dans le monde. Mais ce qu'on appelle l'écoféminisme, c'est-à-dire cette idée de Françoise d'Aubonne de faire progresser l'écologie grâce au progrès des droits des femmes, il s'est toujours constaté dans l'histoire. Dans les années 70, vous avez les premières lois en matière d'environnement et aussi on a la loi sur l'IVG et on va avoir dans ce même contexte des lois sur la contraception qui vont faire progresser les droits des femmes, le droit d'avoir un compte bancaire, de consommer librement sans l'accord de votre mari, etc., etc. Les deux vont de pair et pour moi c'est une grande source d'optimisme. Eh ben, on termine sur de l'optimisme. Merci beaucoup Arnaud Gossement et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Ideas.